Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation d'abord de la part de Pop en Stock. Merci pour avoir accepté ma proposition. Je vais vous parler, comme mon titre l'indique, des doubles d'Arnold Schwarzenegger, des différences et des répétitions chez la star hollywoodienne. Je vais commencer ma présentation par un aveu. En fait, moi, je suis à l'université, mais la théorie ne m'intéresse pas beaucoup. Je pense, comme mon ami Stanley Cavell me l'a appris, que chaque film contient sa propre théorie, que les œuvres nous apprennent à les regarder. Donc, c'est encore la meilleure théorie sur l'inutilité des théories. Je prends le temps de le dire en introduction parce qu'en préparant la présentation, je me suis vite retrouvé devant un problème. L'exemple d'Arnold Schwarzenegger et ses doubles me semblait tout d'un coup inadéquat par rapport à l'outillage théorique que j'avais en tête. Et j'ai été incapable de remplacer par un autre outillage qui aurait été plus convenable. Par contre, dans le mémoire que je suis supposé être en train d'écrire, je travaille sur Tom Cruise, et lui, je peux lui balancer toutes les théories que je veux, puis ça va toujours finir par coller. Je vais toujours trouver un exemple dans sa filmographie de ce que je veux illustrer. Mais avec Arnold, il y a ça qui se prête pas à la théorie, et au fond, c'est un peu de ça que je veux parler aujourd'hui. Pourquoi Arnold est imperméable à la théorisation? Oui, c'est... mais je vais quand même parler de différences et de répétitions dans la star hollywoodienne. Sauf que ces théories préexistantes-là, que je vais convoquer quand même, ne nous permettent pas vraiment de saisir la singularité d'Arnold. Comme dirait Cavell, Arnold nous fournit sa propre théorie, il nous apprend à le regarder, alors il faut partir de ce que lui nous offre. J'aurais pas fait cette erreur de parcours si j'avais pris le temps de revoir Twins, comme on devrait tous le faire régulièrement. Dans Twins, le problème de la différence et de la répétition est posé de manière évidente par la prémisse des frères jumeaux. Ce que le film nous montre de manière tout aussi évidente, c'est que rien ni personne ne ressemble à Arnold Schwarzenegger, pas même son frère jumeau. Arnold est si prodigieusement singulier qu'il est impossible de se l'imaginer comme un homme ordinaire. Il faut lui trouver une origine fantastique. Dans le cas de Twins, c'est celle d'un laboratoire secret situé sur une île en retrait du monde. Comme le dit la narrateur au début du film, Arnold est le résultat d'une expérience conçue pour produire un être humain supérieur physiquement, mentalement et spirituellement. Donc, Arnold, c'est le résultat désiré de cette expérience, mais Danny DeVito, c'est son effet secondaire, comme il va se décrire plus tard dans le film. C'est le frère jumeau imprévu qui a hérité des gènes les plus pauvres. Arnold a la pureté et la force, Danny DeVito a la crap, les déchets. Donc, à partir de cette prémisse, la mise en scène travaille deux idées conjointes. D'abord, on s'étonne sans cesse de la présence d'Arnold. On reprend à peu près l'idée de base d'Hercules in New York, son premier film, où l'humour un peu potache, mais tout à fait sympathique, s'articulait sur le contraste entre Hercule, demi-dieu, et le banal monde des hommes qu'il voulait intégrer. Dans Twins, Arnold a vécu toute sa vie sur son île secrète et il doit de même découvrir notre monde. On s'émerveille alors devant Arnold qui parle au téléphone, Arnold qui conduit une voiture, Arnold qui apprend à utiliser un micro-ondes, Arnold qui fait l'amour pour la première fois. Donc, c'est la première idée du film. Arnold est si extraordinaire qu'on ne peut pas l'imaginer poser des gestes quotidiens. On est émerveillé par ce demi-dieu qui vient toucher nos objets, comme pour les bénir. Le deuxième, c'est le contraste entre les deux jumeaux, le parfait et l'erreur. Mais en même temps que la mise en scène antagonise les deux en termes de poids et de volume, elle essaie de les faire tenir ensemble. C'est le défi de la mise en scène. Comment intégrer Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger dans un même cadre? C'est bien sûr une manière de souligner d'autant plus l'immensité d'Arnold par ce contraste avec le plus petit. Une stratégie que répète le réalisateur Ivan Reitman dans Un flic à la maternelle avec les enfants, mais c'est aussi une manière de dire qu'Arnold n'est pas si différent, qu'Arnold nous ressemble. Quand Arnold va aux toilettes avec Danny DeVito, par exemple, ils font les mêmes gestes ensemble, ils appuient sur la chasse en même temps. Oui, Arnold doit lui aussi pisser et tirer la chasse. Mais ce qui étonne ici, ce n'est plus tant qu'Arnold fasse des gestes aussi banalement humains, mais plutôt qu'il le fasse comme nous, au même rythme, son corps synchronisé au nôtre. Ici, je dis bien comme nous, parce que Danny DeVito, dans Twins, c'est le représentant du spectateur moyen, comme le sont les enfants d'un flic à la maternelle. C'est un peu comme si l'humanité, pour Reitman, doit être plus petite qu'Arnold. On a l'impression qu'on ne peut pas se projeter en Arnold, qu'il faut un être plus ordinaire pour nous représenter dans la fiction. Comme le dit clairement le scénario de Twins, Arnold, c'est notre idéal, un modèle parfait d'humanité, et nous sommes tous ses effets secondaires, des avatars rejetés de la perfection qu'il incarne. Arnold, c'est l'idée de l'homme au sens platonicien, et nous sommes ses simulacres, ses dérivés nécessairement imparfaits. Les plus cyniques verront sans doute de l'eugénisme à rien à peine camouflé, mais en fait, c'est toute l'idée de la star, poussée à son paroxysme. Avec Arnold, tout est toujours gonflé à bloc. S'il est une star, il doit être une star plus plus. Twins nous montre donc la star comme modèle, la star comme idéal, la star comme guide de notre devenir. Ou encore, la star comme un homme qui nous ressemble, mais un homme si extraordinaire que sa figure se distingue illico de tout ce qui l'entoure, y compris et peut-être surtout de ce qui devrait lui ressembler en premier lieu, c'est-à-dire les autres hommes, Danny DeVito.
Cette conception de la star, ça évoque les écrits de Stanley Cavell, lui qui a cette très belle phrase pour les décrire. The stars are only to gaze at after the fact, and their actions divine our projects. After the fact, parce que la lumière des stars nous provient d'un passé, le moment du tournage, qui illumine notre présent, l'écran de cinéma face à nous. En même temps que nous pouvons lire, grâce à elle, notre avenir, naviguer les écueils du monde en se fiant à leur éclat. Arnold est celui qui nous guide vers notre futur qu'il représente, le futur duquel il provient d'ailleurs dans son rôle le plus iconique. C'est pas le futur d'un bodybuilder réganien, mais un futur où il fait bon être soi-même, où toute l'humanité saura affirmer sa présence avec autant d'assurance qu'Arnold. Chez Cavell, l'Amérique que la star incarne, c'est moins le self-made man que cette liberté d'être soi-même. C'est l'Amérique d'Emerson, de Thoreau et des transcendantalistes américains. C'est la version noble, si on veut, du rêve américain. Dans son livre Prodige d'Arnold Schwarzenegger, le critique français Jérôme Momcilovic nous dit justement qu'Arnold est l'Amérique, que c'était son plus grand souhait depuis sa tendre enfance autrichienne. Par le cinéma, Arnold aurait accompli son rêve d'enfant consistant à devenir un rêve, celui de l'Amérique. Mais pour Momcilovic, dont on va suivre l'analyse quelques instants, il s'agit bien de l'Amérique du self-made man. On est loin de l'humaniste de Cavell. Par conséquent, Momcilovic insiste beaucoup sur l'aspect autogénéré d'Arnold, sur le fait qu'il n'a presque jamais une naissance naturelle dans ses films. Surtout dans les années 80 jusqu'au début des années 90, la grande période de sa filmographie. À cette époque, Arnold est au cinéma le fils d'un dieu, une création de laboratoire, un robot, comme s'il nous était inconcevable qu'Arnold soit né dans le ventre d'une femme. Sans compter que le bodybuilding est une manière littérale de comprendre l'idée du self-made man. Arnold forge son propre corps, il le modèle. Dans Pumping Iron, il compare son corps à une sculpture dont il serait le sculpteur. Comme le dit Momcilovic, le bodybuilding pour Schwarzenegger ne fut pas un simple passeport vers son rêve d'Amérique, c'est l'opération par laquelle il a fait de son corps l'image la plus lisible du rêve, une parfaite synthèse plastique. Donc pour résumer, disons qu'Arnold naît au cinéma, il n'a pas besoin d'une vraie mère. Il naît au moment où il apparaît et il naît déjà formé. Comme si on assistait au rêve d'enfant d'Arnold depuis son lit en Autriche et qu'il avait suffi à Arnold de se rêver star de cinéma pour qu'il le devienne par sa seule volonté. Mais ce rêve, toujours selon Momcilovic, a son revers. Le corps de Schwarzenegger annonçait l'horizon de l'homme industriel, arrivé à l'ère de sa reproductibilité technique, homme devenu son propre créateur en amalgamant le dessin de la nature et celui de la chaîne de montage. Fin de l'unicité de l'homme dans sa reproduction sérielle, commencement du clone. Parce que Arnold est un robot, une création de laboratoire, il semble facile de le reproduire en série. On peut imaginer qu'à quelque part dans le futur de Terminator, il y a une usine qui produit des robots Arnold sur une chaîne de montage. Et peut-être que c'est cette usine qui a envoyé dans nos films tous ces doubles qui pullulent dans l'œuvre d'Arnold, des doubles métaphoriques comme des doubles réels. En fait, il y a tellement de doubles réels qu'on n'a même pas besoin de convoquer les doubles métaphoriques. C'est probablement la star qui a eu le plus souvent à confronter sa propre image. Dans Running Man, par exemple, on fabrique une image d'Arnold pour duper le public d'une émission de télévision, pour faire croire à la mort d'Arnold. Dans Total Recall, son identité passée confronte par un écran télévisé son identité présente. Dans Last Action Heroes, Arnold Schwarzenegger joue Arnold Schwarzenegger, une star de cinéma d'action qui joue Jack Slater. Jack Slater sort de son écran et croise le Arnold Schwarzenegger qu'il incarne. Dans The 6 Days, Arnold est cloné, il travaille de pair avec Arnold pour combattre le clonage. Dans Terminator Genesis, un Arnold vieillissant va abattre le Arnold du film original. Donc pour Momcilovic, l'anxiété éprouvée par Arnold face à sa propre image indiquerait une tension entre le destin voulu d'Arnold, celui de devenir image, rêve, et ce que ce destin implique, c'est-à-dire quitter le monde des hommes en perdant son unicité. Mais il me semble que ce faisant, Momcilovic oublie un détail important. Arnold n'essaie pas de détruire tous ses doubles, mais seulement les mauvais doubles, ceux qui ressemblent à Arnold mais ne pourraient pas prétendre être lui. Le double de Running Man est une illusion. Il faut donc le détruire pour révéler la vérité. Le double de Total Recall est une identité dont Arnold veut se délester. Il ne veut plus être un vilain à la solde d'une corporation, une autre machine meurtrière, il veut dorénavant être le héros du peuple. Total Recall étant sorti entre le premier et le second Terminator, ce conflit entre deux Arnold sert de transition entre les deux films de James Cameron, entre le Terminator meurtrier et le Terminator protecteur. Et donc le Terminator Genesis, plus récemment, n'a fait que rendre explicite ce meurtre du mauvais robot, de la mauvaise identité. Mais si on prend par contre Last Action Hero, quand Arnold fait face à Arnold, il n'y a aucun conflit. Au contraire, le film souligne la continuité entre les deux Arnold. Le fait que le Arnold à l'écran, la star, est la même que le Arnold dans la salle. Tous les deux tentent de protéger les spectateurs. Et quand ils se rencontrent, Arnold se contente de dire « Tu es le sosie le plus parfait que j'ai jamais rencontré ». Dans The 6 Days, quand Arnold découvre qu'il a été cloné, il s'inquiète d'abord de voir un autre Arnold coucher avec sa femme et jouer avec ses enfants. Mais rapidement, il se reconnaît dans son double et il peut dès lors l'accepter. L'anxiété du clone disparaît, nous avons le grand bonheur de voir Arnold badiner avec Arnold, d'avoir deux Arnold travaillant côte à côte.
Même en conclusion, les deux Arnold pourront continuer de vivre parmi nous, nul besoin de retrouver une quelconque unicité perdue. Au fond, Last Action Hero et The Sixth Day nous disent la même chose que Twin, puisqu'Arnold trouve dans ces deux films son véritable jumeau, lui-même. Et dans ces trois films, la morale est la même. Arnold est identique à lui-même, Arnold ne ressemble à personne, sauf à Arnold. Arnold ne saurait être dupe d'un fou Arnold, il se connaît trop bien. Et là, il me semble qu'on est en plein terrain cavelien. Pour Cavell, en effet, les stars se distinguent d'abord par leur capacité à se connaître et à s'affirmer avec conviction, plus que par leur beauté. C'est sa singularité qui fait de la star un modèle. La star nous enseigne la liberté, mais en même temps, l'industrie hollywoodienne compte précisément sur cette unicité pour en faire une marque de commerce. Pour l'industrie, la star, c'est une stratégie commerciale. C'est une manière de promettre le même, de capitaliser sur cette promesse. L'industrie veut bel et bien produire des Arnold à la chaîne, comme cette usine dans le futur de Terminator. Une usine qui produirait des Arnold mécaniques, sans vie, qui obéirait en tout point au désir de ses producteurs. Donc, quand Arnold se présente à nous comme un self-made man, quand il semble se forger lui-même, c'est d'abord et avant tout pour s'arracher des griffes des producteurs. C'est pour nous assurer de son autonomie, sa liberté. C'est précisément donc pour se libérer de la machine à laquelle on le réduit souvent. À chaque film, Arnold doit se recréer devant nous pour nous assurer qu'il est bel et bien Arnold, et non un de ces mauvais doubles sortis d'une usine aux intentions douteuses et qui ne sauraient, eux, se créer ainsi à l'écran. Momcilovic le disait bien d'ailleurs au début de son livre, avant de s'égarer un peu plus tard, le corps de la star est un prototype, et sa filmographie une usine d'où sortent en série des rôles qui ne sont que le déguisement du spectacle toujours rejoué de sa seule présence. En même temps, la notion de série ici n'est pas la plus appropriée, même si on pourrait penser qu'il y a une forme de sérialité avec la star, dans le fait qu'elle rejoue souvent le même rôle dans des films différents. Umberto Eco, en tout cas, le proposait dans son texte « Innovation et répétition » en répertoriant diverses formes de sérialité, dont celle de la star. Et on pourrait faire un lien aussi avec ce que Jean-Pierre Esquinazi appelle la formule dans les séries télévisées. On pourrait dire que la filmographie d'une star, c'est comme une série. Et la star, c'est cette formule virtuelle qui attend d'être actualisée dans chacune des manifestations de la série. Il y a des traits de la star qui sont immuables, son physique en particulier, son corps, et d'autres que l'on peut varier, ses rôles ou la diversité des noms que les fictions vont lui faire porter. Mais du point de vue de la star, cette répétition forcée du même est possiblement aliénante. L'unicité de la star risque de se transformer en simple cliché, en une image facilement reproductible. Les biceps et l'accent d'Arnold, le sourire de Tom Cruise, le look et la voix de Lauren Bacall, les grimaces et contorsions de Jerry Lewis, l'impassibilité de Gary Cooper ou Clint Eastwood, le regard vers un hors-champ lointain de Greta Garbo, les vêtements de Chaplin, etc. Plus la star est unique, plus elle se prête bien à l'imitation, plus il est facile de la réduire à quelques traits spécifiques que tous reconnaîtront immédiatement. Ce sont les données fixes dans la série, dans la citation d'Esquinazi, qui nous permettent de former une série avec les films d'une star. En même temps, toute série suppose la variation, sinon on n'aurait qu'une simple répétition du même. Alors la star, elle aussi, va devoir se différencier d'elle-même, être à la fois même et autre. La star doit introduire de la différence dans sa série pour ne pas se laisser réduire à l'état de cliché. Mais si j'hésitais à utiliser le terme de série à propos de la star, c'est parce que Kierkegaard nous en a fourni un beaucoup plus beau, celui de reprise, qui nous place d'emblée dans un horizon humaniste. Kierkegaard distingue la reprise de la répétition. La répétition, pour lui, c'est l'éternel retour du même. Mais la reprise unit le même et l'autre. C'est retrouver ce qui a été, le même, par des moyens inédits, l'autre. C'est un mouvement vers l'avant qui permet à l'individu de renaître en esprit. C'est par la reprise que l'individu devient unique. Donc, appliqué à la star, cela revient à dire que la star ne répète pas ses rôles, elle les reprend. Elle utilise chaque fois des moyens inédits pour mettre en scène ce qu'elle a déjà été, et c'est dans ce mouvement, par la reprise, que finalement elle devient elle-même. Mais dans le cas d'Arnold, cette reprise prend un tour particulier. C'est pourquoi je disais au départ que la théorie ne colle pas à Arnold. J'oserais pas dire qu'Arnold est kierkegaardien. D'autres stars, Clint Eastwood, Tom Cruise, m'apparaissent comme kierkegaardiens, et qu'ils le savent ou non. Mais Arnold est Schwarzenegger où il n'est pas. La raison en est bien simple. Arnold nous apparaît comme trop extraordinaire. C'est en tout cas ce que nous suggère Twins. Si Arnold nous est arrivé parfait, pourquoi devrait-il se différencier de lui-même? Comment la perfection pourrait-elle être plus parfaite? C'est comme si Arnold nous était apparu d'emblée, en entier, en un morceau parfaitement sculpté. Et ça pourrait expliquer pourquoi dans ses films, les moments de son apparition sont toujours très travaillés. Momcilovic, sur ce point, est impeccable. Il décrit merveilleusement bien ces scènes toujours très belles où Arnold descend dans notre monde. Notamment dans Terminator, comme on voit ici, cet œuf venu du futur, d'où il sort nu, un nouveau-né déjà formé qui déplie son corps pour en étaler sa perfection, avant d'aller jucher sur un promontoire d'où il pourra juger l'humanité. Dans Red Heat, quand il émerge de cette brume mystique dans un sauna de bodybuilder, ou encore dans Commando, le montage qui morcelle son corps en la juxtaposant à une tronçonneuse, un travail manuel, mécanique, et où il va ressortir victorieux avec sa bûche sur les épaules.
En même temps, ces scènes nous montrent aussi et surtout qu'Arnold doit rejouer sa naissance dans chaque film. Il doit se recréer lui-même, devenir unique donc par la reprise de son apparition. Dans Commando, par exemple, ce n'est pas tant le montage qui morcelle le corps d'Arnold qu'Arnold lui-même qui rassemble les morceaux de son corps un à un pour les unir à un tout. Arnold se sculpte par le montage, il utilise le montage pour reconstruire son corps, c'est donc une opération de bodybuilding filmique. Et c'est peut-être là la question la plus fondamentale pour Arnold. Comment apparaître? Comment le filmer? La reprise chez lui, c'est pas tant un rôle, mais plutôt un mode d'apparition. Chaque film comme autant de tentatives de saisir l'insaisissable, il faut faire apparaître Arnold encore et encore pour rejouer, comme le dit Momcilovic, le spectacle de sa présence. D'ailleurs, pendant 3 décennies, plus ou moins d'Hercule à New York à Junior, mais plus particulièrement à partir de Conan en 1982, qui marque sa véritable entrée à Hollywood, la filmographie d'Arnold se présente comme un long processus de familiarisation, d'adaptation. C'est pourquoi dans Twins, on s'étonne de le voir parler au téléphone ou de voir son corps synchronisé à celui de Danny DeVito. Comme si le fait qu'Arnold soit un homme nous arrivait comme une révélation. Il faudra attendre qu'il devienne flic à la maternelle, qu'il soit adapté comme père, même s'il est un robot, qu'il sorte d'un écran de cinéma pour devenir aussi une sorte de père. Il faudra attendre, bref, le milieu des années 90 pour enfin, ou plutôt malheureusement, cesser de s'émerveiller devant la simple présence d'Arnold. Et maintenant, on peut rire de son corps comme dans Junior, où on peut autant le travestir qu'en produisant cette chose tout à fait horrible. Qui marque bien que maintenant, on est assez familier avec Arnold si on peut le réduire à une telle image. Alors qu'il a fallu, en 30 ans, redoubler d'efforts, changer d'angle, varier le cadre, modifier l'éclairage, toujours se réajuster pour tenter de saisir cette insaisissable présence d'Arnold. Et toutes ces tentatives répétées ont nécessairement produit des ratés, des erreurs, des images indésirables que seul Arnold peut identifier puisque seul lui se connaît assez bien pour se différencier du mauvais double. D'où ses combats incessants avec des simulacres. On pourrait d'ailleurs se demander si après tout ce temps, il nous est vraiment devenu familier. Moi, j'ai plutôt l'impression que nous avons abandonné, qu'on ne sait plus aujourd'hui comment filmer Arnold, comment le faire apparaître. Alors on le filme dorénavant comme n'importe quel acteur. C'est peut-être pourquoi, dans ses derniers films, il est toujours condamné à pleurer, seul et impuissant devant un monde qui s'effrite autour de lui. Et ça serait une autre discussion, mais ça n'a pas été mon affaire finalement. Je vais me contenter de conclure en désignant cette présentation comme une énième tentative insuffisante, il va sans dire, de saisir le mystère Arnold Schwarzenegger qui n'en finit pas de nous émerveiller. Enfin, moi, particulièrement.